qui est assez étonnant, quand on regarde l'histoire de la médecine, c'est qu'on a considéré que ça fonctionnait bien. Ça a aidé beaucoup de gens. On l'a même prescrit, vous l'avez vu tout à l'heure, on prescrit aux États-Unis, même en Belgique, même en France, les cigarettes de cannabis étaient disponibles encore au début du XXe siècle. Et subitement, ça ne fonctionne plus. On ne peut plus l'utiliser. C'est plus quelque chose qui nous sert à rien. Pendant 2 ans, en fait, notre médecine, en tout cas, l'a utilisé, même dans des êtres un peu partout dans le monde. Comme si le cerveau d'Homo sapiens avait changé. Or, on sait que le cerveau d'Homo sapiens, depuis qu'Homo sapiens n'a pas évolué. Je dirais que chez certains, c'est en régression, mais ce qui est remarquable, quand on examine l'histoire de la médecine et l'histoire du cerveau humain, surtout, c'est pour ça que la neuroscience est intéressante, c'est que nous avons dans notre cerveau des récepteurs au cannabis. Nous avons des récepteurs à la morphine. Nous avons des substances anti-inflammatoires. Nous avons tout ce qu'il faut dans notre cerveau pour ne pas souffrir. En tout cas, un maximum de choses qui permettent d'éviter le plus longtemps possible d'avoir mal, de se sentir malheureux. Ce n'est pas par hasard. Alors on peut penser les choses comme on veut. Soit nous avons été créés par quelqu'un, mais alors il a vu clair, il a pu penser. Ou alors c'est l'évolution qui fait que dans notre cerveau, nous retrouvons des récepteurs qui permettent de reconnaître des substances exogènes et que ça fonctionne. Et nous n'avons pas des récepteurs au cannabis par hasard. Vous savez, en tout cas, on est en pharmacie ici, donc en tout cas, faculté de la pharmacie, il n'y a aucun récepteur qui ne sert à rien. Il n'y a pas de substances inutiles dans l'organisme. Elles sont là parce que c'est le fruit de l'évolution. Je pense qu'il faut quand même garder ça à l'esprit, parce que s'imaginer qu'on veut imposer une molécule qui ne sert à rien, ça semble complètement anachronique et tout à fait inadéquat, puisque nous avons tout ce qu'il faut pour fabriquer et recevoir en tout cas le cannabis. C'est pas juste fabriquer, le cultiver, c'est une autre histoire. Il y a un autre problème majeur, c'est que souvent, quand on parle de cannabis, on confond rapidement l'usage récréatif de l'usage médical. Alors je ne vais pas faire, je ne vais pas me positionner, mais je pense que de toute façon, c'est un combat qu'il faut mener en parallèle, mais ce n'est pas conjoint. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défendre en tant que médecin le fait de fumer un joint. Mais on ne peut pas empêcher les gens de pouvoir l'utiliser, ça c'est un autre. Puisqu'on permet bien la consommation de tabac, pourquoi ne pourrions-nous pas autoriser la consommation de cannabis? Eh oui, enfin bon, alors, on peut partir dans des tas de... Voilà, l'alcool, en tout cas ici dans la région, enfin, en tout cas en France, et en Belgique d'ailleurs, c'est communément accepté. Donc il y a là une sorte d'incompatibilité. Mais je pense qu'il s'agit toujours de liberté. Il s'agit d'une liberté individuelle de faire ce que l'on veut avec son corps. Et pour le médecin, une liberté thérapeutique d'utiliser un produit qui peut s'avérer efficace. Alors on vient d'entendre à l'exposé sur l'épilepsie, c'est remarquable, c'est une pathologie très compliquée. Ce n'est pas, les études cliniques, il faut quand même insister sur cette question-là, les études cliniques vont vous donner un pourcentage de succès. Mais chez les patients chez qui ça fonctionne bien. Mais on ne peut jamais savoir à l'avance si ça va fonctionner. C'est un peu comme pour le traitement de la douleur. Le traitement de la douleur, on ne peut pas dire qu'un médicament est 100% efficace chez 100% des gens. Mais quand ça fonctionne chez quelqu'un, on est très heureux de l'avoir. L'aspirine, pour ne parler que du premier antidouleur qu'on a pu synthétiser. La morphine, qui est aussi un médicament qui partage la même histoire que le cannabis dans l'histoire de la médecine, mais qui a par chance été reconnu comme remède et donc est accepté. Mais l'histoire du cannabis, c'est un peu la même chose. C'est aussi une plante, c'est aussi des molécules extrêmement complexes avec des tas d'effets. La morphine a la chance d'avoir été acceptée comme antidouleur. Le cannabis c'est resté dans la population générale. Donc c'est un point aussi qui me semble important. Et enfin, en médecine, on peut toujours bien comprendre. Il y a beaucoup d'éléments dans la philosophie de la médecine par rapport à l'approche des malades. On peut cautionner la souffrance ou on peut la combattre. Et c'est quelque chose qui n'est pas aussi évident que cela. En tout cas, quand on réfléchit bien, pourquoi est-ce que les antidouleurs sont si mal notés dans la pratique médicale? Pourquoi est-ce qu'il a fallu se battre pour défendre le traitement de la douleur? C'est quelque chose d'assez interpellant. Et comme disait le philosophe ruénogien, le cadavre du dolorisme bouge encore. Il y a encore des gens qui estiment que la douleur fait partie de la maladie et qu'il ne faut pas donner trop d'antidouleurs. Que la douleur est un signal et donc il faut en profiter. Et que la souffrance, elle peut être bénéfique. Chacun pour soi. Quand on n'est pas malade, c'est facile de le dire. Quand on n'a pas mal non plus. Mais si quelqu'un me dit je préfère souffrir, eh bien qu'il souffre.
mais je ne vais pas me battre pour lui donner un antidouleur, mais si quelqu'un me demande « aidez-moi contre la douleur », eh bien je le ferai. Et je le connais, moi, dans ma pratique médicale, je ne me suis pas présenté, je suis médecin, effectivement. Donc, je travaille à l'Institut Bordet avec des patients qui ont des cancers, non pas le cancer, mais des cancers. Je ne connais aucun malade qui m'a dit « docteur, je préfère avoir mal. Je préfère vivre ma souffrance, qui va me grandir. » Ça, je n'ai jamais entendu. Et donc, il y a le dolorisme que certains voudraient maintenir, et cette notion de résilience. On ne va pas faire de philosophie à deux balles ici, mais la résilience est un mot qui est épouvantable quand on est malade. On dit, la douleur va vous grandir, vous allez vous retrouver vous-même, etc. Il ne faut pas charrier. Je ne sais pas comment on traduit ça en anglais, mais il faut quand même rappeler que la résilience, c'est un terme de physique. C'est revenir à l'état initial. Or, on sait que quand on est malade, on ne reviendra jamais à l'état initial. D'ailleurs, dans notre vie, nous ne revenons jamais à l'état précédent. On évolue toujours. Et donc, ok. On évolue normalement. Il y a des changements qui s'opèrent. Hein, donc, on n'est jamais le même qu'il y a une semaine ou qu'il y a un mois, même si on croit qu'on est toujours la même personne. Ce sont des petites remarques que je voulais faire, mais quand même, ça me semblait important parce que on peut très bien se positionner par rapport à cela. Et donc, quand on aborde la question du traitement de la douleur et par ce biais-là, l'usage du cannabis, je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Et donc, je vais essayer maintenant, même si certaines choses ont déjà été dites, rentrer dans ma deuxième diapositive. Non, mais bon. Et donc, il faut... Bon, le cannabis, tout le monde connaît, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais il y a des tas de mots. L'argot est extraordinaire. Le cannabis, bien sûr, le hash, l'herbe, la marijuana, tous ces trucs, enfin bon, les pétards et tous les joints. C'est extrêmement cocasse. Il y a beaucoup d'étymologies possibles. Je suis retourné dans le dictionnaire de la langue française de Michel Rey, et le hashish, par exemple, c'est vraiment un terme qui est à la fois arabe, indien, c'est un mélange. On l'avait associé au mot assassin, ça c'est aussi une grosse manipulation linguistique, parce que ça n'existe pas. Ce sont des trucs qu'on a inventés, mais en tout cas, c'est tout à fait... Moi, je n'ai pas retrouvé, j'ai essayé de retrouver ça, mais pas du tout. Donc, soyons quand même un petit peu plus réalistes. Alors, l'usage du cannabis en médecine, il est connu depuis très très longtemps. On le décrit déjà en Chine, on l'utilise comme anesthésiant. Les Chinois, historiquement, dans la médecine chinoise, ils étaient fort avancés par rapport à la médecine égyptienne puis grecque. Donc, il se passe des choses. Il est utilisé dans l'Antiquité pour soulager les douleurs durant l'accouchement. Alors vous me direz, est-ce que dans le territoire actuel d'Israël, je ne vais pas revenir sur la géographie, mais c'est intéressant, et une raison probablement compatible avec l'usage du cannabis, en tout cas de la plante pour l'accouchement, c'est qu'il n'y a pas de risque majeur pour l'enfant. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de dépression respiratoire. Si vous donnez de l'opium à une femme qui accouche, il y a de fortes chances que l'enfant aussi puisse avoir un problème. Donc, mais ce n'est pas, ça renvoie aussi à cette notion que lutter contre la douleur, c'est quand même une très vieille affaire en médecine. Je ne parlerai pas de la reine Victoria d'Angleterre qui l'a utilisé, c'est connu maintenant, avant on ne le disait pas. Hein, elle l'a quand même utilisé pour ne pas souffrir, et puis après, on l'utilise et puis on va l'abandonner pour un tas de bonnes, mauvaises raisons. Un peu de botanique, mais ça je ne vais pas trop m'étendre. Il faut quand même se rappeler que le cannabis partage aussi le même genre que l'humulus, qui est le houblon. En Belgique, nous connaissons bien, et vous aussi d'ailleurs. Hein, vous aimez ça, les bières IPA maintenant ont vraiment une grande disponibilité. Donc le houblon, finalement, tout se retrouve. Hein. Alors, les dérivés, on en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a eu des dérivés synthétiques, mais ça ne fonctionne vraiment pas bien. Dronabinol, etc., nabilone, ça n'a pas vraiment apporté les effets escomptés. Donc, on revient maintenant aux substances naturelles. Alors, j'avais repris ici quelques usages. En fait, le cannabis, ce qui est intéressant pour un médecin, c'est qu'on peut l'utiliser sous beaucoup de formes, si on pense, si on réfléchit. Sauf en injectable, ça, je n'ai pas encore trouvé vraiment des gens qui ont essayé d'injecter ça, mais moi, je me méfierais quand même, en tout cas pour la préparation. Mais il n'est pas incompatible, je pense qu'il faudrait réfléchir. Et alors on a aussi maintenant, et
et c'est quelque chose que je vois en tant que médecin, énormément de patients qui viennent dans mon bureau de consultation et me montrent leur petit flacon d'huile de cannabis. Et me disent, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Combien de doses? Combien de gouttes? Et alors, je vais sur Internet avec eux, et je me rends compte qu'on a un marché extraordinairement développé. Et c'est pour ça que je dis, les médecins ne connaissent rien sur la question, et les patients, ils en connaissent beaucoup. Il y a des patients qui m'expliquent comment ils cultivent. Alors, je ne vais pas vous raconter comment on cultive le cannabis, comment on prépare le beurre de Marrakech, qu'est-ce qu'il faut prendre comme fleurs, etc. Si vous allez à Amsterdam, au marché aux fleurs, au marché aux tulipes, il y a aussi des magasins de cannabis, et vous avez le catalogue gontier du cannabis. Vous pouvez choisir vos plantes et savoir, et vous avez exactement ce que les gens savaient depuis longtemps et qu'on découvre maintenant, c'est les concentrations dans les produits. Mais si vous allez à Amsterdam et vous dites, voilà, je voudrais un cannabis qui me donne plutôt de la détente, plutôt de l'appétit, plutôt un antidouleur, ils vont vous donner la plante qu'il faut. Donc la connaissance active du produit, elle est connue, et on découvre maintenant ce qu'il y a dedans. Il y avait une question tout à l'heure intéressante, c'est qu'on donne des médicaments, enfin des produits, sans trop bien savoir ce qu'il y a dedans, mais enfin ça c'est une autre question. Alors, il y a aussi l'usage illégal. J'ai entendu ce qu'on vient de dire, ce que M. Rambois a présenté pour la France. En Belgique, c'est pareil. Pour ça, on est identique. Je dirais le comportement complètement inadéquat des décideurs politiques, là, on a la même chose. On peut critiquer chacun son régime politique. Nous avons nos petites affaires aussi. Nous avons aussi nos particularités. Vous avez les vôtres, et on ne va pas rentrer là-dessus. Mais c'est interpellant à quel point des décideurs sont ignorants de la question. À quel point ils ne connaissent rien. Nous avons un ministre de la Santé qui a dit « on n'a pas assez de données », avec son accent flamand. Je n'ai pas limité. On n'a pas assez de données. Je dis « mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Comment est-ce qu'on ose dire? Il faut dire qu'elle est entourée d'experts, dont aucun n'est médecin. Et ils ont lu quelques articles, ils ont une certaine idée du cannabis, ils pensent que quand on parle de cannabis, on écoute Pink Floyd ou Bob Marley. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas, les législations évoluent, donc c'est une guerre relativement ancienne. Je peux vous dire qu'en Belgique, on peut utiliser du cannabis, on peut le cultiver, mais c'est une plante par personne. Quand on sait qu'il faut au moins 2 plantes pour la fertilisation, on a compris que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, les Belges ne sont pas idiots, et quand ils cultivent, c'est un peu plus, ça je peux vous dire, ils ne sont pas du tout à côté de la plaque, et ils savent très bien que c'est les fleurs femelles, enfin bon, vous connaissez toute l'histoire. Et on a le même problème avec le Sativex, c'est qu'il est accepté à la prescription uniquement pour les patients atteints de sclérose en plaques et uniquement en cas de spasticité. Uniquement en usage hospitalier. Tu as fait exactement le résumé de ce qui se passe en Belgique. Et 3 flacons de 10 ml, c'est 456 €. Non remboursés. Alors il y a des patients qui ont les moyens et qui s'en procurent. Mais c'est de la médecine qui n'est plus du tout équitable. Si vous gagnez 10 000 € par mois, 500 €, c'est pas grave. Mais si vous n'en gagnez que 1000, ça devient un petit peu plus difficile. Mais il y a des patients qui s'en procurent quand même. Alors ce qui est aberrant, c'est qu'en Belgique, on a fait, des gens parleront un petit peu après, on a eu des études avec le Sativex, notamment dans les douleurs cancéreuses, douleurs neuropathiques. Les médecins qui ont participé à ces études n'ont jamais été entendus par le gouvernement, par le ministre de la Santé. Jamais. On a demandé à des experts, mais je ne sais pas où ils sont. Les neurologues, je ne sais pas s'il y a des neurologues dans la salle, ne sont que très rarement interpellés pour traiter la douleur. Quand un patient a mal, il ne va pas voir son neurologue, même s'il a une douleur neuropathique. D'ailleurs, le patient ne sait pas que c'est une douleur neuropathique. Il a un zona, il a une neuropathie périphérique sur chimiothérapie, il ne va pas aller voir son neurologue en disant « Docteur, cher neurologue, j'ai mal dans mes nerfs ». C'est pas ça. Donc il va avoir un autre médecin qui pourrait dire « Je peux prescrire le Sativex, mais non, vous ne pouvez pas puisque vous n'êtes pas neurologue ». Et les neurologues ne connaissent pas le cannabis, encore moins que les autres médecins. Quand on interroge les neurologues, pour eux, le cannabis, c'est la folie furieuse. Donc, on est dans une situation très particulière. Sauf que, en 2001, Odyssée de l'espèce, pour ne pas dire autre chose, le 4 juillet, fête nationale américaine, mais c'est en Belgique, on a un arrêté royal qui autorise l'utilisation à des fins de recherche des dérivés naturels du cannabis. C'est un autre gouvernement, c'est une autre ministre, c'est un autre monde. Et là, on se dit, on va pouvoir enfin développer des choses, et c'est un peu grâce à ça, d'ailleurs, qu'on a pu faire des études à l'Institut Bordeaux. Mais donc, on se demande dans quel monde on vit,
Surtout qu'en 2017, on a l'impression qu'on est repassé 50 ans en arrière. C'est vraiment assez particulier. Je ne vais pas revenir sur la résorption du cannabis, qui est bien connu au niveau fumé, bien entendu. Il faut quand même savoir qu'en fonction du mode d'administration, le pic sérique va être atteint plus ou moins vite. Et quand on fume un joint, ça vient assez vite. Le Sativex, ça va aussi être très vite. Quand c'est par voie orale, sous forme de space cake ou autre chose, ça prend plus de temps. C'est imprévisible, ça dépend un peu du taux d'alimentation, etc. Il y a des cours ici pour faire scientifique, mais je ne vais pas trop m'étendre. Mais enfin, voilà. Donc, ce qui est intéressant, et bon, on en a parlé, la découverte des récepteurs au cannabis va prendre du temps. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour vraiment commencer à détecter les mécanismes qui sont en jeu. Au début, quand on relit les mécanismes d'action, quand on fait la littérature, on pense que quand on prend du cannabis, c'est un effet non spécifique, une sorte de dilution dans les membranes cellulaires. Je dirais que quand on est un temps soit peu intelligent, ça ne veut rien dire. C'est une dissolution dans les membranes cellulaires. C'est vraiment un truc. Et puis on va isoler les récepteurs, enfin on va décrire tout cela, je ne vais pas rentrer là dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir que les récepteurs au cannabis sont également, outre dans le système nerveux central, également localisés au niveau du système immunitaire, sur les organes immunitaires, thymus, rate, même lymphocytes. Donc il y a quelque chose qui se passe. Petite anecdote, on retrouve des récepteurs au cannabinoïdes, chez des espèces extrêmement, entre guillemets, inférieures, en tout cas primitives, comme l'oursin. L'oursin de mer contient des récepteurs au cannabis. Et, évidemment, l'oursin de mer, il ne fume pas. Il n'est pas sorti de l'eau pour aller en Jamaïque. Mais les récepteurs au cannabis servent à la régulation de la reproduction de l'espèce. Alors, ça n'a plus rien à voir, mais quand même, on sait depuis longtemps que nous avons intériorisé pas mal d'éléments extérieurs. Mais déjà, chez l'oursin, c'est intéressant pour lui. Donc on peut se poser aussi des questions pour nous. Sur les mécanismes d'action, je ne vais pas trop m'étendre non plus, puisqu'on en a déjà un peu parlé, mais il se passe des choses. On a découvert nos endocannabinoïdes. Et la première molécule qui a été décrite, on l'a appelée l'anandamide, qui vient du mot sanskrit, félicité ou joie intérieure. Donc, parfois les scientifiques sont extrêmement obtus, mais là ils ont été poètes. Je trouvais que c'était intéressant d'appeler l'anandamide la première substance endocannabinoïde. Et depuis, bon, il y a d'autres substances, je ne vais pas trop rentrer là-dessus. Mais il y a quand même là quelque chose qui interagit dans toute la pharmacopée, la pharmacologie du cerveau, et ça n'est pas anodin. On a parlé des effets secondaires, et c'est vrai, ce n'est pas une substance innocente. C'est une substance qui a des effets secondaires aussi, et on le voit pour celles et ceux qui l'ont utilisé. En général, on recherche surtout les effets avantageux, mais on peut parfois avoir des effets un peu désagréables, comme la tachycardie, de l'anxiété, parfois des hallucinations, mais souvent on rigole beaucoup plus que d'habitude, on a plus d'appétit, etc. Mais on peut avoir des incoordinations motrices. Enfin, il ne faut pas dire que c'est un médicament sans danger, mais il n'y a pas d'effet sur le centre respiratoire, et donc a priori, il n'y a pas de dose létale du cannabis. C'est aussi intéressant. D'après ce que j'avais pu lire, on peut aller jusqu'à 40 000 fois la dose thérapeutique pour tuer un animal. 40 000 fois la dose thérapeutique, on peut déjà en manger aussi beaucoup. Hein. Vous en aurez marre avant, quoi. Donc un suicide au cannabis, ça n'existe pas virtuellement. Quand on sait que l'aspirine peut tuer quelqu'un avec plus de 10 grammes en une prise, on peut avoir des problèmes sévères, la morphine peut aussi provoquer ce genre de choses. On se pose des questions quant à la sécurité du produit. Quand on vous dit que c'est un produit dangereux, on se demande, il est dangereux parce qu'il est illégal et parce qu'il crée un marché parallèle et donc une sorte d'un comportement criminogène, mais sur le fond, comme on a dit tantôt, l'alcool est certainement beaucoup plus nocif. Même si certains ont dit que fumer du cannabis est plus cancérigène que le tabac, ça c'est des campagnes de désinformation, mais ça existe. Hein. D'ailleurs, en termes de connaissances et d'acquisition de connaissances, il y a une autre science intéressante qui est l'agnotologie. La science de l'ignorance. Et la question fondamentale, c'est pourquoi ne savons-nous pas ce que nous ne savons pas? Vous allez me dire, c'est une question débile, une question de bac, en tout cas en France. Mais pourquoi est-ce qu'on est si désinformé que ça? Pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté, pas bizarre, de diaboliser un produit qui pourtant a fait l'objet d'études? Enfin, quand j'entends le premier exposé, on dit c'est la science, c'est de haut vol. Je connais très peu de molécules qui ont été soumises à de tels tests. Quand on vous prescrit des antidépresseurs,
Je n'ai pas l'impression qu'on a fait autant de recherches sur la question, hein, sincèrement. Donc on a vraiment l'impression qu'on veut démontrer des choses, enfin, nous faire ignorer des choses. Le circuit de la récompense, on le connaît, on en parle beaucoup, mais notre cerveau, il est fait pour être heureux. Nous ne sommes pas faits pour être malheureux. Quand j'avais un collègue psychiatre qui m'a dit nous avons tout en nous pour souffrir, je dis non. C'est un peu le contraire, il faut dire. On a tout ce qu'il faut pour ne pas souffrir. Et l'être humain s'est construit justement dans cette dynamique-là. On n'est pas là pour on est malheureux tout le temps, ça va pas. Enfin si, mais c'est quand ça dysfonctionne. Un dysfonctionnement provoque un mal-être. Mais vous direz, il y a des gens qui sont béats et heureux comme ça, mais c'est quand même plutôt rare d'être anormalement heureux. Il y en a qui le sont. On a vu la photo du grand président outre-Atlantique. Je suis heureux, mais je ne sais pas pourquoi. Comme disait un commentateur belge, enfin un journaliste, disait, ce type, c'est extraordinaire, il a une confiance absolue de lui-même. Et donc, c'est pathologique, ça, je veux dire. Mais il est heureux. Il est heureux, et il est heureux parce qu'il peut jouer à la guéguerre. Enfin, je vais passer. Alors, on a parlé des mécanismes d'action. Finalement, ça fonctionne comment? Les endocannabinoïdes fonctionnent comme des inhibiteurs présynaptiques, donc bloquent un influx nerveux. Mais ils ne bloquent pas tous les influx nerveux. Ils bloquent les influx nerveux là où ils se trouvent, notamment sur les voies de la douleur, mais ils ont un effet favorable aussi sur la lutte contre les nausées, la fatigue, etc. On vous a parlé des molécules, je ne vais pas non plus revenir là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que l'anandamide a une structure moléculaire tout à fait différente du THC. C'est un peu comme les endorphines et la morphine. C'est tout à fait différent, mais ça agit au même endroit. Donc, c'est pour ça que la morphine fonctionne d'ailleurs si bien pour la douleur et pour d'autres choses. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Sur cette diapositive, on avait lu à un moment, enfin j'avais retrouvé, on disait que le cancer provoqué par la fumée de cannabis était plus nocif que le tabac. Alors ce sont des affirmations qui sont fausses. Parce que si on a pu démontrer récemment que le tabac est nocif, je mets récemment entre guillemets, parce qu'il y a encore des gens qui remettent en question, vous connaissez la longue histoire de la toxicité du tabac sur le poumon, où les fabricants de tabac ont fait pression pour dire que ce n'était pas vrai. Ils ont financé des études pour démontrer que le tabac n'était pas dangereux. Donc c'est quand même important. Il faut des cohortes, il faut suivre des patients pendant des années. Comment est-ce qu'on suit un patient qui fume des joints, le suivre officiellement dans une étude officielle organisée par le gouvernement? Il faut être fou pour aller se dire, écoutez monsieur, je fume 4 joints par jour, et voilà, on va me suivre pendant 10 ans, et je vais fumer mes 4 joints sous contrôle médical. Ça n'existe pas des études comme ça. Donc ce sont des mensonges, c'est aussi la déconstruction de la réalité. Donc je pense que tout ça doit être quand même un petit peu revu. Alors, la douleur, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. À la grande différence, j'en parlais après, de l'épilepsie, du cancer ou d'un cancer particulier, la seule façon d'évaluer l'effet du traitement antalgique, c'est ce que le patient va dire. Si un patient me dit, docteur, j'ai moins mal avec le médicament que vous m'avez donné, je ne peux que le croire. Je ne vais pas dire, on va vérifier que vous ne me mentez pas. On ne va pas faire une prise de sang pour dire, vous avez quand même encore mal. Non, il va me dire, ça va mieux. Pour l'épilepsie, c'est plus compliqué, combien de crises, la durée, etc. C'est déjà fini pour moi. Vous me tuez là. Pour un voisin, je sais pas. Alors, la physiopathologie de la douleur, c'est compliqué, mais son évaluation, c'est hyper simple. Il suffit de demander au patient s'il va mieux, s'il a moins mal, s'il a les effets secondaires. Donc j'ai repris une diapositive qui simplifie la physiopathologie de la douleur. Et donc, voilà, comme ça, hein, j'espère qu'il y a des gens qui ont pu traduire. On a quand même, comment est-ce qu'on sait que le cannabis fonctionne contre la douleur? Parce que les patients le disent. Moi, le premier patient qui est venu me voir, c'était à l'aube de l'an 2000, il m'a dit, docteur, il paraît qu'il y a un médicament en Angleterre, c'est le Sativex, qui va être développé. Les gens sont au courant, et moi, j'étais même pas au courant. Et il me dit, mais c'est normal, moi quand je fume un pétard, j'ai moins mal. Je me sens bien, j'ai une sclérose en plaques, j'ai des douleurs. Il dit, il faut essayer de comprendre. Et on sait que ça fonctionne. Donc, on a quand même assez de données, je ne vais pas revenir là-dessus. Peut-être moins sur les phénomènes inflammatoires, mais de toute façon. Alors je vais avancer pour ne pas me faire tuer. Sinon, j'aurais pas mon petit cadeau de sortie.
J'ai demandé à ma femme si on avait des échantillons dans la fac, mais nous pas. On va devoir retourner vers la cathédrale. Parce qu'hier soir, on savait qu'il y avait des endroits où ça sentait quand même. Donc, il y a des fournisseurs là. Il y a des interactions avec certains médicaments, mais dans l'usage qu'on a eu avec les études cliniques, on n'a pas eu de problème. C'est intéressant de voir. Un certain Dixon, en 1899, dit que le cannabis supprime la douleur chez le chien. Mais alors on lui rétorque, c'est parce que le chien est paralysé par le cannabis. Donc le chien ne bouge pas quand on l'opère, quand on fait une intervention, quand il a mangé du cannabis, mais on dit que c'est une paralysie musculaire, donc ça ne se repose. Puis, en 68, on commence à se dire, tiens, il y a quand même un effet sur différents types de douleurs, mais les études ne sont pas suffisamment solides. Et puis, il arrive certaines études, notamment avec le Sativex, et narcissiquement, j'ai mis tous les noms des participants à l'étude, et le mien apparaît en 3e position. Donc, je ne suis pas l'auteur, le lead auteur, donc ça ne sert à rien dans un CV. Hein. Vous savez ça. Il faut être le premier auteur en médecine ou le dernier. Au milieu, ça ne sert à rien. On a utilisé le THC sous forme de CBD, donc en association équivalente pour le traitement de la douleur. Le choix a été fait un peu par hasard. Et l'idée au départ, c'était que le CBD antagonisait l'effet anxiolytique potentiel du THC. Mais la dose de THC était relativement basse et ne donnait pas les effets euphorisants, en tout cas psychomimétiques. Donc il y a eu plusieurs études. Pour les douleurs réfractaires dans le cancer, c'était quand même assez intéressant. On a fait une autre étude sur les douleurs, pour les douleurs chroniques. On a fait même des travaux sur les douleurs neuropathiques. Et il y a eu aussi d'autres études avec d'autres médicaments. Mais on s'est rendu compte que de toute façon, il y avait un effet. J'ai retrouvé, en faisant un travail sur l'insuffisance rénale, qui est un problème aussi en médecine. L'insuffisance rénale touche énormément de catégories de maladies, notamment les patients qui ont des cancers et qui ont eu des traitements néphrotoxiques. Et on est contrarié pour traiter leur douleur. Les morphiniques, c'est un problème à cause de l'accumulation des métabolites. Les anti-inflammatoires, n'en parlons pas. Et j'ai revu dans la littérature sur l'insuffisance rénale plusieurs articles écrits en tout cas par une collègue qui est une éminente spécialiste, qui est Davison, dans l'insuffisance rénale. Et elle a expliqué l'intérêt du cannabis avec une conclusion dans un de ses articles qui disait que ça pourrait être sans doute la meilleure alternative pour les patients qui ont des douleurs chez qui on ne peut pas donner d'autres antidouleurs, avec une sécurité d'emploi tout à fait importante. L'évaluation de la douleur, plutôt que de faire des études sur bien sûr c'est moins compliqué à évaluer, fondamentalement c'est simple, mais il faut le faire. Demandez au patient, est-ce que vous avez moins mal? Et donc, si le patient vous dit qu'il a moins mal, pour moi ça suffit. Alors on peut évaluer les effets secondaires, on peut se retrancher derrière éventuellement certaines complications, mais en termes de toxicité métabolique, les dérivés cannabinoïdes sont quasiment peu toxiques pour le foie, pour les reins, pour l'estomac, ce qui est très important pour un patient qui reçoit déjà différents traitements, notamment en oncologie, et qui a des tas de complications. Donc c'est quelque chose qui vaut la peine. J'ai repris ici la photo de l'opium. La route de l'opium, c'était un peu la même chose que la route du cannabis, sauf qu'à un certain moment, ça a bifurqué. Et à un certain moment, on s'est dit, l'opium, ça va devenir un médicament, le cannabis, on oubliait. C'est un peu une décision qui grève maintenant la pratique. Alors, j'ai ressorti une loi belge, parce qu'en Belgique, on a une loi qui nous oblige à traiter la douleur. C'est remarquable. C'est la loi sur les droits du patient. Eh bien, on est constamment en contradiction avec ça. Quand on dit qu'on doit tous les moyens les plus appropriés, les soins les plus appropriés, bien, parfois on se dit on pourrait prescrire ce produit, mais il y a une sorte de... Dans la grande carte, le puzzle du traitement de la douleur, il y a une grosse case qui manque. Il n'y a aucun équivalent pharmaceutique qui reproduit l'effet du cannabis. On n'a aucune substance. Ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, il nous manque là quelque chose qui pourtant été connu du grand Hippocrate aussi. Iatros, Sophos, Isothéos, disait Aristote d'Hippocrate, hein, un médecin, un philosophe, l'égal d'un dieu. Si on avait pu parler de nous comme ça, ça serait l'égal d'un dieu, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, mais c'est important parce que on se dit que le bon sens est une chose, l'observation en est une autre, la confrontation apporte des informations, et on a l'impression que pour certains, en tout cas, c'est un repli. Quand je vois ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays, où on commence à ouvrir un petit peu les œillères, et on se dit qu'il faut quand même avancer un peu, j'ai l'impression que pour une fois, les franco-belges, on est vraiment mal lotis. J'arrive à la conclusion, comme ça, il y a des règles. Donc, moi je pense que
c'est une option thérapeutique incontournable. Elle n'est pas sans danger, entre guillemets, elle n'est pas anodine, mais avant de dire que ça ne fonctionne pas, autant l'essayer. Quand on prescrit de la morphine ou un dérivé morphinique à un patient, on ne sait pas si ça va fonctionner. Et pourtant, on le prescrit. Et si ça ne fonctionne pas, on ne s'acharne pas à le donner. On arrête, on change, on adapte le traitement. Petite parenthèse, j'en ai parlé ici, on parle du cannabis et des dangers. Quand on voit qu'aux États-Unis, la molécule la plus consommée en termes, le médicament le plus consommé dans un contexte hors clinique, c'est l'oxycodone. Donc l'oxycontin, je dis bien, qui est surconsommé. Il y a une toxicomanie épouvantable. Et donc je pense que pourtant c'est un médicament qui est prescrit. Quand j'entends qu'en Belgique on dit qu'il ne faut surtout pas mettre le médicament dans les mains de la population, un médicament aussi dangereux, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans les pharmacies. Et comme je dis toujours, à l'Institut Bordet, quand un patient me dit comment se procurer du cannabis, c'est de vous faites 500 mètres autour de l'Institut. Au nez, vous allez trouver avant. Là, ça circule, surtout vers 16h quand les écoles se terminent. Hein, ou le soir, près de la Grande Place. Alors, on est allé, mon épouse, il y a quelques jours, on a été voir le fils de Frank Zappa, ce qui n'a rien à voir. Encore que, eh bien, il y avait de ça et là. On se dit que quelqu'un peut nous vendre du cannabis. Ça circule partout, mais c'est mal contrôlé, on ne sait pas ce qu'on vend d'ailleurs. En plus, le problème du dealer, c'est pas un problème qu'il soit dealer, c'est son problème moral. C'est que d'un côté, il va vous vendre du cannabis, et après, il a autre chose dans sa poche. De l'ecstasy ou autre chose. Et il va dire, ça te plaît, ça m'essaie un peu. Et c'est parti. C'est ça le problème de la toxicomanie, des dealers. Ça devrait être disponible, et je prends la liberté thérapeutique. La régulation de l'usage, ça ne doit pas être une entrave. On doit penser à l'usage récréatif, et c'est pas ce qui nous concerne. Et alors, je dirais aussi que l'ignorance de certains décideurs doit être corrigée. Enfin, Jules Bordet, qui est un bon copain de Pasteur, puisqu'on est dans l'amphithéâtre Pasteur, je ne pouvais pas m'empêcher de le dire. Jules Bordet, qui est un des rares prix Nobel de médecine belge, je peux quand même le signaler. C'est un des rares prix Nobel belges d'ailleurs, mais on en a quand même. Il a écrit quelques trucs. C'était pas un grand écrivain, mais il avait beaucoup de bon sens. Et l'un des grands services que chaque science peut nous rendre à nos recherches, c'est de nous inviter, en servant d'introduction, à l'équité pour sa voisine. Allons voir un peu ce qui se fait ailleurs. J'ai entendu notre collègue israélien qui, au départ, ne pensait pas qu'un jour, il serait à Strasbourg pour parler des dérivés cannabinoïdes. Mais sa recherche l'a conduit petit à petit à rencontrer des gens qui nous disent « mais c'est ça qu'il faut ». Maintenant, c'est sur le cancer, c'est remarquable. Et j'ai terminé avec ceci. Vous connaissez les Schtroumpfs, j'ai trouvé que c'était le Schtroumpf Rasta, mais il fume de la salse pareille, qui n'est pas toxique du tout. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.